Rebonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'architecture et cinéma. Architecture, c'est mon métier. J'étais formé comme architecte. Et on va aussi parler de représentation d'architecture dans le cinéma, qui n'est pas un sujet facile. Et on va essayer de laisser de place pour des questions, parce qu'apparemment, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils veulent un peu d'espace pour les questions. Alors, c'est qui veut poser des questions? Voilà. Il y a déjà quelqu'un courageux. Alors, est-ce que vous voulez qu'on attaque tout de suite avec les questions? Parce que sinon, il n'y a jamais de temps de poser des questions. Il y a des micros ici. Quelqu'un peut-être peut vous amener le micro. Oui. Merci. Moi, je voudrais savoir ce que vous pensez de la loi sur la loyauté qui est en cours d'instruction en Israël. Peut-être vous pouvez expliquer un petit peu, parce que le public peut-être n'est pas au courant. En fait, hier dans Le Monde, il y avait une pétition signée par plusieurs personnalités cinéastes, dont Amos Gitaï, qui s'élevait contre une loi qui est en cours d'instruction en Israël, qui est dite sur la loyauté et qui, en gros, veut donner moins de subventions aux cinéastes ou à d'autres artistes qui donneraient une mauvaise impression d'Israël. Je pense que c'est ça. Grosso modo. Alors, je vais être bref parce qu'il faut quand même laisser de place pour l'architecture. Et de toute façon, mes opinions sont pas un secret. Moi, je trouve que toujours l'art, c'est une démarche critique. Critique, pas dans le sens strictement journalistique, mais dans le sens profond. C'est un engagement avec le réel. Et les meilleurs artistes que je connais, ils ont toujours eu ce rapport. C'est-à-dire, le rapport critique, ce n'est pas un rapport parce qu'on n'aime pas, c'est plutôt parce qu'on aime et on veut que les choses vont aller mieux. Alors, je trouve que les lois qui envient d'articuler par les structures juridiques des restrictions sur l'artiste, les cinéastes, les écrivains, les actrices, les acteurs, les gens de théâtre, de plus poser de questions, c'est une loi très destructive pour la culture israélienne. Alors on a fait cette pétition. Comme je dis souvent, les pétitions et les gestes artistiques ne changent pas le réel, mais il faut marquer une petite trace à cet courant qui actuellement n'est pas au pouvoir là-bas. Après, on verra. Bon, on va parler un peu d'architecture parce que le sujet d'Israël, on peut passer des heures et même les séries de conférences qu'aujourd'hui on marque exactement les milliers parce qu'on est dans les 5e, il y a 9 conférences et il y a quelqu'un qui insiste de poser des questions derrière. Oui. Bonjour, je voulais revenir sur une des séances passées au cours de laquelle vous aviez dit que vous ne faisiez pas de films politiques ou politisés, mais que ce sont vos films qui vous ont politisé. Et vous avez fait également une autre citation en disant que la religion était un mode d'interprétation du réel, ce avec quoi je suis d'accord. Mais vos films sont travaillés d'après un certain point de vue. Donc, vous interprétez aussi le réel. Donc, j'aimerais savoir exactement ce que vous pensez de la façon dont vous montrez ce réel et s'il peut y avoir une forme de neutralité. Est-ce que la neutralité existe dans ce domaine? Merci. Moi, je ne crois pas beaucoup à la neutralité, ni à
à cette chose qu'il faut faire des travaux équilibrés, qui est souvent le cadre comme on parle avec la télé. C'est-à-dire, comme j'ai expliqué, je crois, dans le speech inaugural, dès qu'on met un cadre, on met un simple cadre pour définir un réel, c'est une décision. Pourquoi? Parce qu'on décide aussi qu'est-ce qu'on va être éliminé des cadres. C'est des séries de démarches volontaires de cinéma qui expriment un point de vue. Il n'y a rien d'objectif par définition. Toutes les émissions télé que vous voyez sont des gestes subjectifs. La télé française, la télé israélienne, la télé palestinienne, la télé américaine, etc. C'est des séries de points de vue subjectifs. Et notre travail, comme nous tous, des penseurs dans cette époque, c'est de juxtaposer des séries de points de vue pour élaborer notre point de vue propre et de ne pas être dupe à un seul point de vue. Et après, la question que je pose toujours, c'est comment le cinéma il peut être inscrit dans cette réalité complexe, parce que le Moyen-Orient, il est bombardé par les images télévisuelles et d'Internet et les autres médias, et le cinéma il doit essayer de trouver une autre stratégie pour pas être simplement, pour pas adhérer aux démarches souvent très simplistes et manichéennes de la télé, de montrer un côté ou un autre, etc., et comment le cinéma peut avoir une démarche différente pour marquer la différence du cinéma, qui est quand même un médium, pour moi, qui souvent les gens ils sont dans une salle de cinéma, beaucoup plus concentrés que devant l'écran télé, pendant 1h30, 2 heures, et ils regardent l'image. Alors, qu'est-ce que peut être la stratégie du cinéma? D'abord, il y a une question de rythme. Le rythme, c'est-à-dire on n'accélère pas. On donne des blocs temporels, comme le film que je vous avais montré dans les premières leçons, c'est-à-dire comme le Book of Amos, qui est 10 minutes, dans lequel les contradictions ils sont à l'intérieur de ce plan. Ils ne sont pas accélérés par un montage que j'appelle Speedy Gonzales. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas compressés. On respecte la temporalité d'un événement. Et comme je vous avais montré, à Ananas ou à House, c'est-à-dire il y a le rythme qui est respecté. Et dans le rythme, on peut réfléchir pendant la projection. On n'est pas obligé de réfléchir, de consommer l'image. C'est un engagement avec les spectatrices et les spectateurs. Et là, ça, c'est l'histoire des plans séquences, qu'on va parler aussi souvent dans les semaines qui viennent. Et l'autre stratégie, c'est de composer des trilogies. C'est-à-dire, comme j'ai fait, par exemple, une trilogie sur les villes israéliennes. Il y a Devarim sur Tel Aviv, Yom Yom sur Haïfa, Kadosh sur Jérusalem. C'est-à-dire, on montre que ce pays, il n'a pas une image unique. C'est un composite. Et le plus qu'on montre des situations contradictoires et de contradictions, on est un peu plus proche au réel. Parce qu'on montre que le Moyen-Orient, et c'est même le conflit israélo-palestinien, il n'a pas une lecture simpliste, il a une lecture complexe. Mais pour revenir à votre question, ça n'élimine pas la nécessité d'injecter un point de vue. C'est-à-dire on montre une situation complexe, mais il y a un point de vue parce que par définition, tous les œuvres qu'on fait, ils représentent un point de vue. Et si on cache derrière la neutralité, l'objectivité, etc., ce n'est pas vrai. Ça représente un point de vue. Pour faire un petit blague, et comme j'ai fait le film assez récent, West of the Jordan River, à l'ouest du Jourdain, un documentaire, qu'on était supposé de parler il y a des séances, il y avait une version courte qui était passée au prime time, au France Télévisions, France 2. Et les gens, ils m'ont dit, écoute, il faut que vraiment, les Israéliens, c'est terrible, etc., etc. Je leur ai dit, écoute, si vous avez montré que tous les Israéliens, c'est des salauds, et tous les Palestiniens sont angéliques, ou tous les Palestiniens sont terroristes, ce n'est pas mon travail. De toute façon, ça passe chez vous chaque journal de 20 heures. Alors moi, je vais montrer les contradictions. Et après, il y avait une vraie discussion, et je demandais d'appeler ce film qui est passé sur Prime Time
aux grandes chaînes français. Et bref, moment d'optimisme. Alors, ils n'étaient pas contents de tout. Il a dit, Amos, quand même, toi, avec ton point de vue. Parce que je trouve que même dans les situations qu'on critique aujourd'hui, il y a des îles de résistance, des gens formidables qui méritent notre soutien, israéliens et palestiniens, et ce n'est pas si manichéen. Et si on veut arriver un jour à la paix, il faut rendre hommage à toute cette île de résistance qui monte à notre point de vue pour rendre les choses un peu complexes, pas très simplistes. Bon, l'architecture nous attend. Alors, vous savez qu'il y a cette grande penseur anthropologue, Malinowski, un penseur du début du XXe siècle, polonais et russe, qui a écrit sur les besoins de base de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'était la définition de Malinowski? Il a dit que les choses les plus importantes, c'est les shelter. Comment on dit? Shelter? L'abri. Voilà. Et après, il y a les productions de nourriture. Et après, il y a la défense, c'est-à-dire les militaires. Ça, c'est les trois choses principales que l'humanité a besoin. C'est-à-dire l'abri, égale architecture, la nourriture. Tous les chefs de Michelin ils vont être très contents que Malinowski a déjà pensé que c'est très important, la nourriture. Et les technologies militaires. C'est depuis le début de l'humanité, le début de Homo sapiens, ça c'est les trois choses de principe. C'est-à-dire l'architecture, c'est un des éléments les plus initial, les plus basiques qu'on a besoin comme être humain, avant tous. Le cinéma, dans quelque façon, c'est presque le contraire, c'est un médium qu'il y a grosso modo 100 ans, assez superflu, qu'on n'a pas besoin pour notre existence de base. Et la question, qu'est-ce que peut être le rapport entre le cinéma et l'architecture, le cinéma et le shelter? C'est la question qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs, comme je vous avais raconté que j'ai fait 9 ans d'école d'architecture, j'étais au début à Haïfa, dans le Technion, j'ai fait mon diplôme d'architecte, et après j'ai fait un master et doctorat à Berkeley. Alors, cette question m'a intéressé beaucoup, l'architecture, l'aspect profond de nécessité d'architecture, que d'ailleurs, comme j'ai dit dans les premières leçons, l'architecture d'aujourd'hui, des fois, elle a pris une sorte de vol libre, elle a séparé de cette définition de base des besoins d'architecture, elle devient très design, elle devient très formelle, En parlant d'architecture, je ne peux pas, comme je parlais quelquefois de l'histoire de ma mère, alors je ne peux pas discriminer mon père, qui était architecte de Bauhaus. Et je vais vous montrer 3 lettres qui pour moi, expliquent d'une façon très simple le rapport entre la forme et le narratif, la forme et l'histoire, et l'attachement d'architecture à la forme. Parce que, comme vous savez, parce qu'on a eu toutes les cérémonies les derniers jours des centenaires de la fin de la Première Guerre mondiale, c'est aussi presque le centenaire de Bauhaus. Le Bauhaus a été créé en 1919 à Weimar. Alors, le rapport entre la politique, le contexte social, historique et l'architecture est toujours là. Et l'introduction de cette pensée moderniste, minimaliste, transparente, qui était une sorte de grand challenge aux architectures nazies qui est venue après, est intéressant, c'est-à-dire le rapport architecture et le contexte social politique. Et encore une chose qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est la question de représentation d'architecture dans le cinéma, qui n'est pas une affaire simple. Parce que les murs, ils ne nous parlent pas. Alors comment on peut parler d'architecture?
Et tout à l'heure, je vais vous montrer aussi des extraits d'un film que j'ai fait à hommage à mon père qui s'appelle Lullaby to My Father, berceuse à mon père. Que j'étais allé chercher les traces de mon père qui a décédé déjà il y a 48 ans. Il a décédé en 1970 à Haïfa, très jeune. Et peut-être sa mort, c'est des choses qui m'ont initié d'apprendre son profession, parce que comme il est mort, j'ai fait encore mon service militaire obligatoire en Israël, j'avais 19 ans, et j'ai décidé d'apprendre son métier pour comprendre, pour dialoguer avec mon père mort, on peut dire. Alors, il y a toujours un aspect subjectif, personnel, biographique, et un aspect d'intérêt plus général, pas tellement attaché à un territoire particulier, etc. Alors, je vais vous montrer 3 lettres, comme ça on va aller directement au sujet. Et la première lettre, c'est une lettre qui a été écrite par Mies van der Rohe à mon père, qui s'appelait Munio Weinraub. Voilà cette lettre, qui est de 7 août 1931. C'est une sorte d'attestation par le grand Mies van der Rohe, qui était un des architectes les plus importants du XXe siècle par l'aspect moderniste. Alors, Mies van der Rohe, c'est une sorte d'attestation signée par lui en 1931, disant cette attestation, c'est Munio Weinraub, qu'en 1931, il avait seulement 22 ans, mon père, qui a travaillé dans son atelier sur un des grands projets, derniers projets, avant la montée du nazisme. Alors ça, vous voyez aussi la forme, c'est-à-dire Mies van der Rohe, c'est un simple ligne, le papier en tête, magnifique, très minimaliste, et il utilise aussi strictement les capital letters, les majuscules. Mies van der Rohe avec l'adresse, etc., un simple ligne de majuscules, les dates, adressé à mon père. Et on a aussi chez nous le draft que Mies van der Rohe il a fait à la main, signé par Mies van der Rohe. J'imagine qu'il a envoyé ça à mon père pour voir si mon père il est content avec celui-là, parce qu'il a beaucoup apprécié cet genre architecte, peut-être stagiaire ou étudiant qui travaillait dans son bureau. Alors ça, c'est 1931. Après, on passe aux deuxième lettre. C'est aussi signé par Mies van der Rohe. Là, c'est sur le papier en tête de Bauhaus. On est avril 32. Herren Weinraub, Dessau. Mon père est déjà à Dessau. Okay? Et là, regardons aussi la forme, parce qu'on va parler de forme et narrative. La forme, c'est strictement des lettres minuscules, c'est-à-dire le Bauhaus, le papier en tête. Le Bauhaus a dit qu'il ne veut pas faire hiérarchie entre les lettres. Vous voyez comme c'est magnifique, c'est-à-dire même l'histoire de typographie devient un sujet, c'est-à-dire il y a vraiment beaucoup d'attention à tous les gestes, on peut dire tous les gestes visuels, formels. Alors ça, c'est seulement, même pas un an plus tard, 10 ans plus tard, 1932, on connaît le contexte. Le Bauhaus, qui était formé à Weimar il y a presque 100 ans, tout de suite après la fin de la Première Guerre mondiale, était fermé parce que les nazis sont pris de pouvoir dans le conseil municipal de Weimar. Weimar, c'est la grande ville historique allemande, de Goethe, etc. Et Gropius a décidé de déménager le Bauhaus au Dessau. Okay? 1932, essayons de saisir dans la mémoire les 2 aspects visuels de ces 2 lettres. Un très simpliste, celui-là de Bauhaus Dessau, aussi magnifique. Alors là, on va passer aux 3e lettre. Là, on est en décembre 1933. L'adresse en bas à gauche, c'est Munio est déjà fui à Zurich parce qu'il était condamné, battu, ils sont cassés ses dents. Alors là, le papier en tête, il est lettre gothique, kitsch, almanique. Et voyons les choses qui étaient écrites en dessous de la signature. OK? Heil Hitler, on est habitué d'écouter dans les films,
etc. C'était avec les saluts nazis, mais là, c'est écrit noir sur blanc. Alors, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de neutralité dans la forme. Il n'y a pas. Les lettres est venu une sorte de romantisme kitsch almanique, et le texte, le narratif de ce texte, moi je ne connais pas, Séverine peut me corriger, mais je ne connais pas très bien la langue allemande, mais j'imagine que c'est écrit grosso modo, je crois que mon père, en décembre 1933, il a demandé, il était déjà à Zurich, il a heureusement réussi de partir, sinon je n'avais pas le plaisir d'être au Collège de France. Et il demande peut-être ses papiers d'adhésion à Bauhaus, et bref, c'est écrit, permettez-moi, excusez-moi de proximité, qu'on n'a pas en référence de ton existence, et Heil Hitler. OK? Alors, Laurent, s'il te plaît, on va faire un petit aller-retour. On revient aux premières lettres, comme ça vous saisissez bien l'aspect, le rapport forme et narrative. Alors celui-là, tout beau, Mies van der Rohe, 31. Les choses passent très vite. Un deuxième, Bauhaus, minuscule, etc. Les démocraties entre les tailles des lettres, OK, 1932. L'audace aussi de faire cette forme. Et là, j'imagine que c'est des attestations, quelle classe mon père il a suivi, signé par Mies van der Rohe. Et là, le troisième, décembre 1933. Alors, c'est-à-dire la forme et les narratifs, ils ne sont pas innocents. Et là, cette illustration très simple, c'est pour ça que j'étais envie de partager. On peut monter la lumière là. La forme et la narration, elle est toujours en rapport très direct. C'est-à-dire l'architecture, elle est aussi un geste politique. Et à la place de montrer beaucoup d'architecture, je vais vous montrer 3 lettres avec des décalés, grosso modo 1 an chacun. Et aussi, le changement politique, elle est rapide, elle n'est pas évolutive. C'est-à-dire, si Trump il va décider de détruire toutes les structures d'accords internationaux et de morceler l'Europe aux petits morceaux, et s'il va réussir avec son copain russe, ça va aller vite. Ça ne va pas aller très lente. Il y a des ruptures. C'est pas des... Après, on peut expliquer d'une façon rétroactive les transitions, pourquoi est-ce que la France a imposé à la fin de la Première Guerre mondiale des accords féroces sur l'allemand, le chômage, les bases sociales dans lesquelles a aidé Hitler de montrer au pouvoir, etc., etc. Mais les transitions, finalement, les gens qui sont très concentrés, comme les gens qui veulent faire mal aujourd'hui dans les planètes, ils sont concentrés, ils sont leur stratégie. Et ça risque d'arriver. Alors, aujourd'hui, on parle d'architecture. Alors, qu'est-ce que Malinowski nous raconte? Il nous raconte qu'effectivement, l'architecture, c'est un besoin de base. C'est-à-dire, l'être humain, ils ont besoin de shelter, Après, je ne sais pas pourquoi je ne saisis pas ce mot. Excusez-moi pour mon français approximatif. Alors ils ont des besoins d'abri. Et cette époque de Bauhaus qu'on va parler tout à l'heure, mais pas seulement le Bauhaus, l'architecte moderniste, était très conscient. Alors, dans l'année 20, par exemple, il y avait un concours d'architecture dans lequel il y avait tous les grands architectes de l'époque. Il y avait Mies van der Rohe, Gropius, Le Corbusier et des autres, des très grands architectes. Et qu'est-ce qu'était le concours? Pas encore les musées, l'aéroport, etc. De comment on peut dessiner un appartement de 70 mètres carrés. Et cette dimension-là, il est absente même aujourd'hui d'architecture. Le grand architecte très talentueux, il nous fait tout le temps des objets architecturaux de prestige, mais il n'occupe plus
des besoins humains de créer une sorte d'architecture qui va dialoguer avec les besoins de base. Et si vous voulez aller plus loin, peut-être un parti des émeutes dans les banlieues qui sont dans cette sorte de cage de ghetto et aussi même on peut aller jusqu'à Trump, etc., il est aussi dans cette architecture qui est devenue divorcée des besoins et du contexte social, que les grands architectes talentueux qui existent, ils mettent tous leurs talents de faire d'architecture qui sont des éléments de design, il est trop présent. Parce que finalement, l'architecture, ce n'est pas un exercice graphique. L'architecture, elle doit avoir, bien sûr, un aspect esthétique, visuel, mais aussi un aspect d'organisation d'espace, de circulation, d'accès aux moyens de transport, d'accès aux grands centres commerciaux, c'est-à-dire comment on compose notre tissu urbain. Et cette pensée-là, elle est très absente aujourd'hui. Et beaucoup d'aspects sociaux, ils sont dans les sources d'architecture. Alors, on ne peut pas mettre tout sur le dos d'architectes, c'est aussi l'homme politique, c'est-à-dire même des gouvernements de gauche ne comprennent pas, qui sont a priori supposés d'être plus sensibles à l'aspect social, ne comprennent pas que s'ils lancent des concours comme celui-là, d'un événement qui existe, d'ailleurs les traces existent à Stuttgart, de ce projet de grand architecte, s'ils lancent ça baisse le chômage, parce que l'architecture aussi, pas comme le cinéma, consomme beaucoup de main-d'œuvre. Alors il y a beaucoup plus de travail. Aussi, on compose la ville, on donne une autre vision. Et ce projet ambitieux de comment on compose au terme architectural les villes et les cités et les grandes métropoles, il est absent. Aujourd'hui, on construit. Bon, alors il y a un très bel projet. Tous les journaux d'architecture, ils parlent de cet objet d'architecture, mais on ne parle pas des choses profondes, que les vraies missions d'architecture. Et j'ai parlé des fois même avec des ministres de culture, qu'en France, en plus, ils ont aussi les tâches de traiter l'architecture, mais ils ne sont pas pensés que ça mérite une vraie réflexion. Et je crois que ça, c'est un appel au engagement plutôt politique. C'est pour ça, c'est pas strictement, c'est pas seulement l'aspect du design, de la beauté, de l'art et tout ça. Alors, pour avancer à cette démarche, parce que j'ai envie de parler aussi des procédures de construction d'architecture. Alors, quelques problèmes d'architecture? Et pourquoi peut-être j'ai devenu cinéaste et pas architecte? Alors, à la fin de mes études, il y avait quelqu'un qui m'a proposé de faire un village, mais il a proposé le village en Cisjordanie. D'ailleurs, il avait un sens d'ironie que comme je m'appelle Amos, et celui-là qui était dans le speech inaugural, vu le court-métrage The Book of Amos. Alors Amos, pas le mien, mais celui-là, l'historique, il y a 3000 ans, il était dans une région qui s'appelle Tkoa, à côté de Hebron. Alors on m'a dit, va dessiner une plantation à Tkoa. Alors je dis, avec tout le respect, quoi, tu donnes à quelqu'un d'autre, parce que moi, je ne vais pas faire l'architecture dans les Cisjordanie. Je trouve que ça doit être un sujet de négociation israélo-palestinien. Alors des fois, comme architecte, malheureusement, tu décides de ne pas dessiner. Parce que tu ne veux pas adhérer à ce projet politique derrière le projet, disons, innocent, même si l'architecte doit dessiner, il doit construire. Alors j'ai dit non. Et aussi, il y avait une deuxième chose que j'ai appris au long de mes études d'architecture, qu'il y avait une vraie différence entre le cinéma, ce cinéma que j'aime, et l'architecture. Et qu'est-ce que la différence? C'est-à-dire, les deux métiers commencent par un texte.
C'est-à-dire, le cinéaste, il a un scénario, un concept de film documentaire. L'architecte, il a un programme. Qu'est-ce que c'est le programme? Vous êtes demandé de dessiner une école avec 5 classes, avec un meeting room pour le professeur, avec un petit cantine, etc. C'est-à-dire, mais c'est des textes. Il n'y a pas encore de forme. Et le processus intellectuel de pensée, c'est de traduire des mots, de donner une forme à cette série de mots. To transform words into shape. Ça, c'est le processus de pensée. Parce que je peux imaginer des films que je vais faire, par exemple, sur Donna Grazia, un de mes prochains projets, c'est un film historique. Mais tout ça, le scénario, c'est très bien, mais c'est des words, c'est des mots. Ce n'est pas encore en forme. Et le processus de pensée, il s'agit de traduire des textes en forme et d'élaborer ces textes. Alors, dans les vieilles époques, je vous donne un exemple d'un grand édifice d'architecture français, par exemple, la grande cathédrale de Chartres, qu'on connaît, qui est un grand chef-d'œuvre d'architecture gothique. Qu'est-ce qui est particulier dans cette cathédrale de Chartres? Comment elle était dessinée? Alors on sait que l'époque gothique, après l'époque romanesque, dans l'histoire de l'art et d'architecture, il y avait de grandes différences, et d'ailleurs c'est en rapport avec le Bauhaus aussi. Le gothique, ils ont utilisé l'aspect de construction, de la structure d'architecture comme un aspect esthétique. Parce que comme l'architecte gothique commençait à libérer les murs, que les murs ne sont pas toujours porteurs, qui étaient dans les grandes buildings d'époque romanesque, ils ne sont pas porteurs. Alors, le poids des toits était amené, on peut voir même à Notre-Dame, était amené par des séries de poteaux verticales. Ça libérait les murs. Et les murs sont devenus des vitrages. Alors, ça laissait un autre art d'exister qui n'était pas le cas de l'époque précédente. Alors, je répète, la structure, l'aspect structural des bâtiments est devenu aussi un élément esthétique, a été utilisé comme élément esthétique. Et le gothique, ils n'ont pas eu peur d'exposer l'élément constructif comme un élément de structure esthétique, pas seulement de structure qui doit faire les fonctions d'apporter le poids des toits. Bon, alors je reviens à Chartres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à Chartres? À Chartres, apparemment, ils ne sont pas dessinés cette cathédrale. Alors, comment c'est passé? D'abord, les technologies gothiques étaient déjà partagées avec tous les main-d'œuvre des gens qui produisent, c'est-à-dire les maçons, les gens qui ont fait le vitrage, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une knowledge, une connaissance partagée par l'ensemble des gens qui produisent les bâtiments, et pas seulement par l'architecte. Et comment c'était dessiné? Alors apparemment, il y avait des séries de gens qui étaient allés à cette petite colline à Chartres. Ils ont mis des poteaux avec des séries de ropes, des séries de cordes, et ils sont dessinés dans l'échelle réelle, c'est-à-dire one-to-one. Ce n'était pas une simulation qu'on fait dans le bureau d'architecte, mais c'était dans la vraie échelle que tout le travail artistique, d'ailleurs, la peinture, la sculpture, et je vais parler de cinéma, il fait dans la vraie échelle. Ce n'est pas qu'on fait une toute petite simulation, après on exécute la simulation, qui est le cas aujourd'hui, qu'on fait sur un bout de papier, et après on demande à l'ouvrier de penser à rien, mais d'exécuter à la lettre, et j'utilisais le mot exécuter dans le mauvais sens. Non. À Chartres, il y avait alors qu'est-ce qui est passé? J'imagine, je simule parce que je n'étais pas là. J'imagine qu'ils ont vu qu'il y avait de très belles arbres à côté. Alors, même si dans l'équivalent d'aujourd'hui, l'architecte a dit on s'en fout d'arbres, on va couper l'arbre, non, ils ont bougé un peu les buildings. Ils ont bougé pour ne pas couper l'arbre. C'est-à-dire qu'il y avait un processus d'interprétation et adaptation. Après, il y avait les petites collines. Alors, ils ne sont pas dit comme aujourd'hui, bon, on va amener des bulldozers, c'est vite fait, on dégage cette colline. Non, pas du tout. Ils ont rebougé
l'orientation de cette cathédrale, qui a donné la grâce de positionnement de cette building dans les paysages, dans le contexte, des choses qui manquent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, encore, chaque architecte avec son ego, et les autres n'existent pas. Il faut que son spitz, son petit geste, il est le seul qu'on voit. Non. Non, non, il avait cette colline, alors on respecte la colline. On ne va pas la bulldozer. Alors, c'est une procédure d'adaptation et de dialogue en continué avec des gestes existants qui ne viennent pas d'architectes, qui viennent ailleurs, c'est-à-dire l'arbre, la colline, et pas seulement ça. C'est-à-dire, alors l'architecture gothique, elle a laissé effectivement cette place au vitrage. Mais on n'a pas dit au mec qui fait le vitrage comment il doit faire le vitrage. Lui, il connaît mieux que nous. Alors, il a fait le vitrage qu'il souhaite, basé sur les Bibles, sur l'histoire, etc. Le cadre de bois, on amène quelqu'un qui sait faire le bois, alors il y a un travail d'équipe qui peut contribuer à cet édifice collectif. Ce n'est pas strictement l'architecte qui dessine dans son bureau, voilà, les poignées de main, il doit être comme ça, et basta, exécuter, demande rien, etc. Alors, cette dimension-là, il est complètement absente aujourd'hui, parce qu'à côté des modes de fabrication, ce n'est pas possible aujourd'hui, sauf des cas très rares de produits d'objets architecturaux adaptés à l'environnement, au paysage, aux besoins sociaux, au contexte politique. Non, ça devient des gestes de représentation. Alors, je reviens au cinéma, parce qu'on fait toujours cet aller-retour. La semaine prochaine, on va parler d'histoire aussi, de cinéma-histoire, d'interprétation d'histoire. Alors, qu'est-ce qui est encore possible dans quelques îles de cinéma? C'est-à-dire, OK, on a une idée. Je vais faire un film sur Donna Grazia, une figure historique magnifique. Alors, on écrit des scénarios, on lutte beaucoup sur les scénarios, etc. Mais les scénarios, c'est des échafaudages, c'est une simulation, ce n'est pas l'œuvre lui-même. Alors, il y a des producteurs qui vont nous torturer. Non, non, cette virgule-là, elle n'est pas bien, il faut plus d'émotions, il faut plus de ça et tout ça. Très bien. Mais de toute façon, c'est une démarche de base. Le cinéma, aujourd'hui, artisanal, et je fais hommage à ce cinéma-là, mais il devient plus et plus rare parce que les financiers, etc., ils n'aiment pas ça. Ils aiment qu'on lui dise tout de suite en avance comment il va avoir le film définitif. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à faire le budget, c'est plus facile à simuler, etc. Mais non, le cinéma, c'est un dialogue en continu. Si je vais faire référence à ma culture, c'est une démarche talmudiste de réinterprétation et d'interprétation et d'interprétation jusqu'à la fin, jusqu'à le projet définitif, avec tout le détail qu'on a vu sur le papier en tête de Bauhaus. Mais il faut pas, c'est pas fini comme je fais le scénario, maintenant j'exécute. Mais malheureusement, on voit beaucoup de films qui sont exécutés. C'est écrit, maintenant, bon, ok, on va mettre la caméra là, 4, parce que là, le dialogue, c'est le plus important, etc. Alors, le cinéma que moi j'aime, malgré que je n'ai jamais tapé 1 heure d'école de cinéma, c'est le cinéma qui peut conserver cette démarche que j'ai expliquée en détail sur l'architecture au cinéma. C'est-à-dire, je décide, pour faire référence la semaine dernière à la guerre de Kippour, je décide de faire un film de guerre sur la guerre dans laquelle je me suis trouvé moi-même dans cet hélicoptère de sauvetage. Alors, il y a un texte. Le texte, il est très bien. Il explique, parce qu'il faut communiquer aux autres, qu'est-ce qui va être le projet. Mais le texte, il n'est pas encore le film. C'est-à-dire, après qu'il y a le texte, il y a la question, bon, c'est très bien écrit, et la scène que vous avez vue, des gens qui sauvent le garçon qui va mourir d'ailleurs à la fin de cette scène, le blessé de l'abus, c'est écrit comme un texte. Il y avait quelques éléments de texte. Il y avait cette idée de danse un peu surréelle, etc. Mais le texte, ce n'est pas encore la forme. C'est-à-dire qu'il faut décider comment on filme, qu'est-ce que le rythme, comment on fait les chorégraphies de cette scène, comment on mélange entre le mouvement des chars, entre l'explosion derrière, entre les choses qui ne dépendent pas de nous, comme cette climat, comme cette brune. C'est-à-dire qu'il y a toujours, et je ne vais pas répéter parce qu'on a parlé plusieurs fois,
de cet très bel texte de Breton sur le hasard, comment on arrive d'être toujours sensible à l'écoute et intégrer le hasard dans l'élément de données formes. Alors, pour parler de hasard, c'est-à-dire un de mes profs à Berkeley, qui était un théoricien très important d'architecture qui s'appelait Christopher Alexander, il m'a expliqué pendant tout un semestre l'élément de hasard. Et comme c'était un grand collectionneur de tapis, de prières musulmans du XVIe siècle, il a accroché des 10 tapis sur le mur. Et il m'a dit maintenant, pas seulement à moi, tout ce groupe de doctorantes de Berkeley, pendant un semestre, on va faire une analyse comparative des 10 tapis de prière. Bon, alors il y a des différentes properties, c'est-à-dire il y a les questions de symétrie, de composition, de couleurs, de tapis, de matière, et tout ça. Et à la fin de cet exercice intellectuel qui était très enrichissant, et pour moi c'est un de mes profs de cinéma dans ce sens, il a dit, bon, maintenant il faut choisir les plus belles tapis de tous ces 10 tapis. Une chose qui n'est pas facile, parce que qu'est-ce que c'est la beauté? Alors, on a choisi un. Et qu'est-ce qui était dans cet un? Il y avait une chose, qu'il y avait, par exemple, il y a une couleur rouge qui était arrêtée au milieu. Après, il y avait, cette rouge était transformée dans un autre rouge. Alors, cette rupture dans la symétrie absolue, elle a donné une grâce particulière humaine à ce tapis qui devient beaucoup plus précieux. C'est-à-dire qu'il faut toujours créer la forme et la casser quelque part pour faire un bel objet artistique, pas strictement exécuter la forme. Après, pour revenir à cette question d'hasard, alors on a fait un marche arrière, il m'a dit, bon, comment c'est passé? Parce que les gens qui créent le tapis, ils ont eu les modèles de tapis qu'il faut fabriquer, alors pourquoi ils ont changé les rouges? Alors là, il y a, j'imagine, l'élément d'hasard, c'est-à-dire dans ce village ottoman, turc, au persan, il y avait les ruptures de cette laine rouge. Ils ont été obligés d'aller dans un autre village et le rouge était légèrement différent de cette rouge. Alors, il y a l'élément de hasard dans la fabrication qui donnait une grâce particulière à cet tapis-là. Et cet élément de hasard, d'intégrer le hasard dans l'œuvre artistique, souvent, la production du cinéma, il ne reconnaît pas. Il veut qu'on exécute le scénario. Mais je trouve que l'aspect qui est encore conservé à certains aspects du cinéma qui est intéressant, c'est que certains cinémas, qui restent beaucoup plus minoritaires, ils conservent encore l'élément d'artisanat. Alors, pour parler de ça, il faut aussi revenir à mon père, que je lui rends hommage aujourd'hui, parce que comme j'avais 15 ans ou 16 ans, il est mort comme j'avais 19 ans, il m'a pas parlé beaucoup de Bauhaus, il m'a pas parlé beaucoup de son rapport avec Kandinsky, Paul Klee, etc. Excusez-moi. Mais il m'a parlé seulement les dernières années, comme il savait qu'il va mourir, alors il m'a parlé un peu de Bauhaus. Mais il m'a amené au site de construction. Et j'ai vu comment il parle avec les menuisiers, comme il parle avec les personnes qui ont fait le travail de bois. C'est-à-dire le dialogue entre l'aspect artisanal d'architecte au cinéaste, avec l'équipe qui travaille avec lui, il est essentiel parce qu'il faut mobiliser, inspirer toute cette équipe qu'à la fois il doit adhérer à notre projet commun, mais aussi ils ont leur part dans ce projet, comme dans cette cathédrale de Chartres, les fabricants de portes de bois, les vitrines, et pas seulement le concepteur d'architecture, il avait un part dans cet édifice. Dans tous les grands objets d'architecture, même si on regarde la très belle église de Le Corbusier à Ronchamp, sur les frontières suisse et français. D'ailleurs,
Le Corbusier, il était allé voir Gardaïa, la ville en Algérie, qui était sur les lignes entre l'aspect méditerranéen d'Algérie et l'Afrique noire. Et cette ville, Gardaïa, elle avait d'architecture verniculaire magnifique qui a inspiré Le Corbusier. D'ailleurs, il a rendu hommage à cette... C'est-à-dire il a intégré des éléments d'architecture vernaculaire dans les façons qu'il a dessiné l'église de Ronchamp. Mais dans l'église de Ronchamp aussi, on voit la présence des main-d'œuvre, des procédures artisanales, et les procédures de dialogue avec les vernaculaires, parce que jusqu'au XXe siècle, aussi, le rôle d'architecte a changé. Jusqu'au XIXe siècle, les architectes ils font effectivement des palais, des grands monuments, mais ils n'occupent pas de résidences. Et c'est strictement à partir on peut dire, de transformer la société d'une façon beaucoup plus institutionnelle et hiérarchique que l'architecte, il a le rôle de dessiner les HLM, etc. Une chose qui était dans l'architecture vernaculaire, ou même dans les favelas dans l'Amérique latine, était un travail vernaculaire. C'est-à-dire que si en famille, ils sont une petite baraque, il veut ajouter une chambre ou une pièce parce qu'il a un enfant qui est né, etc. Ils font ça tout seuls avec leurs moyens, avec leur technologie et avec leur façon de faire. Et si on compare les favelas brésiliens, ou même les choses qui existaient en France avant la construction des HLM, c'est une architecture beaucoup plus organique, même s'il a eu le problème de sanitation, etc. Alors, toutes ces questions-là, ils sont fascinants d'architecture. Et de toute façon, aujourd'hui, on est très limité par le temps, parce que j'ai envie de vous montrer aussi les choses que j'ai promis des aspects de l'architecture de Bauhaus. Alors, je vais faire une toute petite introduction, après on va passer à un autre extrait. C'est-à-dire, je reviens à cette question de Bauhaus, à cause des centenaires de Bauhaus, aussi mon rapport personnel, mais le dialogue avec mon père. Mais il faut saisir cette question de l'aspect artisanal d'architecture et aussi l'aspect social d'architecture. Alors, le Bauhaus était fondé il y a 100 ans à Weimar, en 1919, par Walter Gropius, qui a réussi, dans cette première phase de Bauhaus, d'assembler de très grands nombres d'artistes, de peintres, comme je parlais seulement de deux, de Paul Klee, de Kandinsky, de Oskar Schlemmer, qui a fait des danses, des photographes comme Feininger, aussi de molinage. C'est-à-dire, il a pris les meilleurs artistes, et Gropius était effectivement un très, très grand pédagogue, et aussi un grand démocrate, parce qu'on voit que comme Gropius, il a terminé son mandat de directeur de Bauhaus, et comme le Bauhaus a quitté Weimar pour aller à Dessau, etc., il a choisi comme remplacé Hannes Meyer, qui était communiste, qui était un mec de gauche, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les mêmes attitudes, disons, de quelqu'un comme Gropius, il n'avait pas les mêmes opinions, mais comme un démocrate, il a compris que le temps a changé, il a nommé Hannes Meyer, qui était très attaché d'ailleurs à l'aspect social d'architecture, plus qu'à l'aspect esthétique. Alors, aujourd'hui, on parle de Bauhaus strictement dans l'aspect de cette beauté orthogonale et transparence, etc. Mais le Bauhaus, comme j'ai expliqué au début, il avait aussi un aspect social, politique très, très appuyé. Et d'ailleurs, un des problèmes de Bauhaus, c'est comme l'histoire de Bauhaus était écrite par les vainqueurs, comme souvent. Alors, comme l'Occident était le vainqueur, c'est-à-dire les Allemands de l'Est a pris strictement l'aspect social-politique sur la domination soviétique, et l'Allemand de l'Ouest a pris strictement l'aspect formel, visuel. Mais la chose qui était intéressante dans le Bauhaus, c'était la synthèse. Ce n'était pas strictement la politique et ce n'était pas strictement l'esthétique. Et c'est ça la tragédie, on peut dire, des gens qui réécrivent l'histoire de Bauhaus, c'est-à-dire si on est aujourd'hui
appuyer sur des sources occidentales pour comprendre l'histoire de Bauhaus, on va avoir strictement la magnifique transparence, le Barcelona Pavillon de Mies van der Rohe, qui est un chef-d'œuvre absolu, avec son attitude radicale vis-à-vis de cette transparence. On ne voit plus l'aspect radical parce que les soviétiques ils ont perdu cette guerre. Et de toute façon, ils ont mal interprété le Bauhaus. Mais l'aspect le plus complexe, que Gropius et Hannes Meyer à sa façon, et Mies van der Rohe un petit peu aussi, c'est-à-dire la synthèse entre l'esthétique et l'aspect social, et l'émission d'architecture dans cet aspect. Bon, alors on va passer maintenant dans les questions de cinéma, parce que moi j'ai été amené ici pour parler aussi de cinéma, et pas seulement d'architecture, et pas vous faire des leçons d'architecture, malgré que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Et on va voir le début de ce film, on va voir plusieurs extraits, on va voir le premier, c'est le début de ce film, dans lequel je suis, le challenge, c'est comment je peux dialoguer avec mon père mort en représentant des aspects qui vont nous donner des traces. Alors les traces, c'est toujours des fragments. C'est-à-dire, il y a un morceau de papier, il y a une photo, et peut-être un discours. Et le film, c'est un film hétéroclite, composite, et que je vais vous montrer il y a un aspect de dialogue, d'interview. Il y a aussi la question cinématographique, comment on fait des interviews, comment on utilise le silence quelquefois à la place des questionnements. Mais ça, on va voir tout à l'heure. Alors, je propose de vous montrer le premier extrait de Lullaby to My Father. Efratia écrit à son père Eliaou de Berlin, le 22 septembre 1931. Mon cher petit papa, c'est avec le cœur lourd que je t'écris cette lettre. Je ne sais pas vraiment ce qui m'arrive ces derniers temps, je suis si pessimiste. Je peux même me dire que je me sens brisé et épuisé. Papa, je veux t'écrire comme à un ami, j'espère que tu me comprendras. Si l'on considère la première moitié de cette dernière année, elle s'est bien passée. Il est vrai que j'ai beaucoup étudié, j'ai pris part à des excursions, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens. J'ai une bande d'amis plein d'énergie, de force et de confiance en eux. Mais la situation du monde, nous vivons une période épouvantable, sans exagérer. Crise, famine de millions de gens dans le monde. Les ténèbres, entre guillemets, règnent. Les corbeaux croassent, l'homme est mauvais. Il est le reflet de l'époque dans laquelle nous vivons. Je ne suis pas la seule à le penser. Mes amis militants m'envoient des lettres sombres. La peur ne se ressent pas seulement à la lecture des lettres, mais aussi à celle des journaux qui confirment que la paix ne règne pas. En Allemagne, l'atmosphère est explosive. Personne ne sait vraiment ce que demain nous réserve. Une révolution, fasciste ou communiste. 6 millions de chômeurs. L'hiver est glacial. La panique boursière, je ne t'en parle même pas. Même les tenants les plus optimistes de l'économie bourgeoise ont déchanté. La crise n'a pas encore atteint son point culminant. Je viens de lire ta lettre, papa, celle qui concerne le travail, je l'ai lue avec attention. J'ai pris conscience, moi aussi, que chacun devait avoir un travail,
Même si à une époque aussi critique, avoir une profession et un diplôme ne garantit à personne de ne pas aller au diable, je sais très bien que le fait d'avoir de quoi manger, de travailler en étant autonome et de gagner sa vie est le fondement de toute existence. Pour y parvenir, il faut de grandes forces mentales, mais je crois en les miennes et en mes capacités pour me construire une belle vie. Alors, parce que comme l'architecte, il s'agit de photos et de fragments, alors c'est un petit composite. D'ailleurs, les photos qui étaient à gauche là-haut, celui-là qui fait, c'est les photos dans lesquelles à un moment donné il était, parce que comme Goebbels, il a fermé le Bauhaus,
Le Bauhaus était la première Hochschule qui était fermée par les nazis, même avant l'école marxiste. Et c'est toujours une explication de l'importance de la forme. On parle de la forme, l'aspect politique de la forme. Goebbels, il était besoin de cette chose très pompeuse d'architecture de Speer. D'ailleurs, j'avais une belle discussion avec Kiefer, qui admire beaucoup Speer, que je trouve qu'un mec, d'abord, pas seulement il a dessiné une partie des camps de concentration, mais il était responsable des choses les plus audacieuses, les plus aussi terrifiants des régimes nazis, parce que c'est des gestes dans lesquels l'être humain il doit être minuscule devant cette grande stade de Nuremberg et d'autres objets construits par Speer. Mais Goebbels a alors fermé le Bauhaus, c'était la première école qu'il était fermée. Et mon père, avec 4 autres étudiants, était tout de suite prisonnier. Et ils sont battus, il était battu, ils ont cassé ses dents, et il était mis en prison. Mais on parle de très tôt, parce qu'on parle de mai 1933. Alors, comme vous savez, Hitler est monté au pouvoir le 1er avril 1933. Les lois raciales, c'est aussi avril 1933, au 1er mai, fin avril, début mai. Les lois raciales contre les Juifs. Et mon père était tout de suite, 2 semaines plus tard, il était ramassé de Bauhaus et mis en prison. Alors, la photo qui était toute là-haut à gauche, que malheureusement, peut-être vous n'avez pas saisi, c'était un épisode avant, parce que comme le dernier directeur de Bauhaus était Mies van der Rohe, c'est-à-dire Gropius, Hannes Meyer et Mies van der Rohe, qu'il essayait de faire plaisir un peu, d'arranger les choses avec les nazis, mais souvent ça ne marche pas. D'ailleurs, pour le hommage de Mies van der Rohe, ils ont oublié cette phase de son carrière dans laquelle il a même proposé de dessiner le quartier général nazi à Munich, mais il était sauvé par le mauvais goût des nazis. Parce qu'ils ont dit non. Alors là, il était sauvé pour l'histoire. On a oublié cette phase. Mais il y a beaucoup d'artistes, c'est-à-dire dans cette phase ambiguë, qui dit, bon, écoute, on est quand même architecte, il faut construire quand même des choses, c'est notre devoir, alors on va faire avec. Mais ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Parce que comme on rentre dans cette époque un peu ambiguë, alors l'ambiguïté de Mies van der Rohe, c'est un sujet à part. Ça ne réduit pas son talent d'architecte, radical et intéressant, etc. Alors, Mies van der Rohe, il est sous la pression des nazis, même avant que mon père était un prisonnier. Il a viré l'étudiant juif et socialiste de Bauhaus, dans lequel il y avait mon père. Et là, mon père est en train de partir par les trains, mais il l'a mis dans son atelier à Berlin. Il a dit que c'est quand même un mec de talent, alors OK, qu'il continue à travailler, mais il faut qu'il fasse une pause dans ses études au Bauhaus. Et un très grand historien allemand important, Nerdinger, qui a fait de très grands textes sur Gropius, il a analysé cette photo de mon père dans les gares de Dessau. Alors, dans les photos, il y avait des gens qui étaient après allés par leur enthousiasme avec les projets soviétiques, ils sont été allés à l'Union soviétique, mais malheureusement pour eux, les bolcheviks soviétiques détestaient le Bauhaus aussi. Et d'ailleurs, leur architecture stalinienne n'est pas très loin de celle-là des nazis. C'est aussi des kitsch, les gens qui visitaient Moscou, tout cet édifice stalinien, ils sont aussi d'architecture de cette nature. C'est-à-dire, et un bon parti des gens qui étaient sur cette rang, qui étaient chassés par les adhérences politiques, finissent dans les goulags, parce que les soviétiques aussi, ils ont éliminé des gens, des bons artistes. On ne parle même pas d'Eisenstein ou de Mikhailis
ou des poètes, ou des écrivains, ou des Babel, ça c'est dans le domaine de littérature, mais aussi des Lissitzky, aussi des gens qui étaient dans toute cette magnifique époque de constructivisme russe, qui étaient éliminés aussi. C'est-à-dire les deux régimes autoritaires européens, les nazis et les staliniens, détestaient le Bauhaus. Et d'ailleurs, le destin de cette building est extrêmement émouvant de Gropius. D'ailleurs, Gropius n'était pas comme Mandero, il a compris qu'il ne faut même pas tenter de dialoguer avec les nazis. Alors, Gropius, je parlais de ça un autre jour, et ça a aussi un rapport avec le cinéma et l'autre art, c'est-à-dire, comme il a déménagé le Bauhaus de Weimar à Dessau, qui était une petite ville provinciale, mais un bon main-d'œuvre industrielle d'aluminium pour construire l'aspect le plus révolutionnaire de l'architecture moderne. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est le mur-écran. Le mur-écran, c'est-à-dire qu'on dégage complètement les surfaces d'architecture de son fonction d'être surface porteur. Il n'a pas besoin de porter les toits, c'est des séries de colonnes. Et le mur peut être transparent. C'était un acte révolutionnaire parce que surtout sur l'Europe du Nord et l'Amérique, on peut amener beaucoup de lumière naturelle dans les buildings. Alors Gropius, elle a déménagé le Bauhaus de Weimar à Dessau, parce que Dessau, il a eu la technologie industrielle d'aluminium avec laquelle il peut expérimenter son premier building de Dessau, qui est toujours existant, qui est un building très important. Je vous conseille vraiment d'aller visiter Dessau, qui est vraiment le seul élément intéressant dans cette ville, c'est effectivement ce building de Gropius, de l'école de Bauhaus. Et c'est aussi très intéressant qu'est-ce qu'était le rapport des nazis et des soviétiques vis-à-vis de cette building. D'abord, les nazis, ils ont détesté la transparence. Alors, ils ont mis des briques pour bloquer la transparence. Et comme les communistes ont pris le pouvoir, ils ont détesté aussi le building, ils ont mis des barres métalliques. Et alors, toujours, le rapport politique est fort. Alors maintenant, le building est bien restauré, etc. Gropius aussi, il a compris une chose très importante, que c'est le timing. Il a compris que les nazis sont en train de prendre le pouvoir, qu'il ne reste pas beaucoup de temps de faire son édifice architectural. Qu'ici, dans le cinéma et l'architecture, il y a des gens qui ne comprennent pas que si on demande trop, oh non, il faut attendre avec le film, on ne va pas faire Kippour maintenant, on va faire dans 10 ans. Non, si j'ai fait Kippour aujourd'hui, il n'y a pas Kippour, il n'y a pas le film. Pourquoi? Parce qu'avec la guerre de la Syrie, je n'ai jamais eu possibilité de tourner le film sur le Golan. Alors il y a des circonstances, il y a des contextes, ils ne sont pas isolés. Et Gropius, il a compris qu'il a seulement 1 an de dessiner et produire le building, et qu'il l'a fait. C'est-à-dire le conscient d'artiste, ou d'architecte, ou de cinéaste, des contraintes de son projet. C'est pas tu fais comme tu veux, tu es un grand artiste, tout le monde va t'attendre. Non, le monde n'attend à personne. Le grand processus, les grandes politiques de Macron continuent son chemin. Et nous, on doit travailler dans ce contexte-là. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer un autre extrait. Alors, moi, vous avez vu ça, et moi, j'étais allé chercher un des dernières personnes qui connaît mon père, et je l'ai trouvé à Bâle, parce qu'après que mon père était prisonnier, etc., comme il était prisonnier très tôt, en 1933, il était jeté sur les frontières suisses, heureusement, et Paul Klee, avec les gens autour de lui, a aidé quelques étudiants juifs et d'être immigrant illégal. Et alors, son grand copain, qui était un monsieur qui s'appelait Theo Ballmer, c'est un grand graphiste suisse de Bâle. Et là, lui, il a déjà décidé, qui a invité mon père de rester avec sa famille. Et moi, j'ai trouvé son fils, qui est déjà un monsieur assez âgé, mais il m'explique le rapport entre mon père et son père dans cette époque de Bauhaus, aussi le contexte que je viens de vous parler.
Et aussi, il faut faire attention, c'est-à-dire, là, vous avez vu les voix de Jean Moreau. Et après, on a le composite d'images, de photos, de documents. C'est-à-dire, je parle aussi de médiums de cinéma, comment on peut montrer des fragments, de juxtaposition de fragments. Et ça, c'est un dialogue avec cette métier, mais vous pouvez voir aussi l'aspect d'utilisation des silences. C'est-à-dire, des fois, comme on fait des interviews, comme vous avez vu à Ananas, le silence est la meilleure question. Il ne faut pas tout le temps, dans le sens journalistique, bombarder l'autre avec des silences. Il faut lui laisser submerger dans son sous-conscient et peut-être trouver des idées qu'il a envie de partager avec nous. Alors, Theo Balmer, lui aussi grand graphiste suisse, là. Je commence quand même à avoir maintenant des doutes quand je regarde l'histoire avec l'âge que j'ai et ce que j'ai vécu. À l'époque, j'ai vu plus rose. C'est-à-dire, j'étais convaincu qu'on a résisté au nazisme. Mais, connaissant maintenant tout ce qui s'est révélé depuis, il y a quand même des gens comme Pilegola qui étaient des partisans du nazisme. Il y avait à Davos un mouvement très fort de national-socialisme. Il ne faut pas oublier ça. Et c'était peut-être pas aussi clair. Il y avait peut-être aussi cette peur de la pression, parce que les nazis étaient tout autour de la Suisse. Et de se dire, oui, on doit peut-être un petit peu quand même copiner avec eux, on ne va pas trop s'opposer. Et là, je crois qu'il y a eu des gens aussi très courageux qui ont dit non, clairement non, et qui avaient lutté contre ce nazisme. Mais il y avait une fascination de l'Allemagne. Ça, je me rappelle encore des discussions que j'ai entendues en tant que môme, dans le tramway, des gens qui ont admiré vraiment nettement de ce que faisaient les nazis. Parce que mon père m'a raconté, quand il avait peint Nieder mit Hitler sur les murs, Mounieux faisait le quai. Ben, il faisait attention que la police ou les Gestapo, ou enfin tous ces nazis, ne venaient pas les déranger ou les capter, parce que, bien sûr, c'était le début de Hitler, du régime de Hitler, et la fin du Bauhaus aussi. Enfin, c'était très corrélationné. C'était quelque part autour de 28, 29, 30. Il y avait cette époque-là. Parce que tu sais, ils avaient aussi des relations étroites avec Hannes Mayer, qui construisait le Freidorf à l'époque. Il était souvent à Bâle. Et là, il y avait des discussions sans fin sur les conceptions de cette architecture. Et je crois que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas du Bauhaus. Ils croient que le Bauhaus est un style. Et mon père m'a toujours dit que le Bauhaus n'est pas un style, mais une façon de travailler. Et les idées, les concepts venaient justement de cette coopération des différents métiers qui construisaient une maison, que
que le menuisier était aussi important que l'architecte, ou que l'architecte tenait compte des contraintes du métier d'un menuisier. C'est lié à Mugnot parce qu'il a toujours focalisé sur un problème pratique. Comme ces vitres qui ne pouvaient pas se nettoyer de cette architecture de garage, où le nettoyage était un procédé très complexe, coûteux, qui demandait beaucoup de moyens et d'énergie. Alors il est clair que ces réflexions sur l'économie des moyens s'est développée au fur et à mesure des expériences qu'on fait. Mais je crois que la base de cette école, Bauhaus, est quand même de dire il y a un matériau et on fait une forme qui peut se faire avec ce matériau, qui est conforme à l'utilisation, à la technique de ces matériaux. Évidemment, c'est contrarié depuis par des gens qui font un travail de design extrêmement baroque. Hein, nous sommes un peu dans la décadence d'un rococo baroque. Mais bon, là-dedans, il faut peut-être suivre sa route tranquillement et ne pas se laisser emporter par tous les petits courants du moment. C'est peut-être quand tu me dis un résumé, j'ai senti chez Mugnot, comme d'ailleurs chez mon père ou chez Hannes Meyer, j'ai senti une vision qui est très claire et dépouillée du superflu. Ce que Mugnot a fait dans les kibbutzim, il l'a fait pour ce kibbutzim, dans l'esprit social de cette vie du kibbutzim. Et je me rappelle toujours qu'ils avaient parlé des spéculants qui achetaient des terrains bon marché, qui les faisaient monter en prix, qui faisaient monter les prix pour que les appartements ne puissent plus louer à des prix raisonnables. C'était quelque chose qui était ancré dans leur esprit. C'était bouleversé par ce développement qui se faisait à côté d'eux. Et tu sais bien, l'architecture des gens du Bauhaus a été repris par d'autres et ils ont fait des boîtes rationnelles qui n'étaient pas réfléchies pour que les gens vivent dedans, mais qui étaient faits en fait pour l'argent puisse se gagner facilement. Alors, tous ceux dont on parle n'ont pas suivi cette voie. Et ils avaient peut-être aussi, comme mon père, été très, très longtemps ignoré, et on n'a pas parlé de lui, on l'a poussé presque dehors, parce qu'il avait une vision propre et claire, mais qui ne plaisait pas, qui heurtait. Mais dans leur fond, ils vont rester. Bon, est-ce que tous les idées du début d'Israël dont
enfin, dont parlait Mugnot, sont encore aujourd'hui dans la pratique. Ça, c'est un grand point d'interrogation. Tu dis donc, moi je garde l'espoir que ça revient. Bon. Alors, c'est-à-dire, il y a toujours la question des fonds et la question du cinéma. Et aussi la question, c'est-à-dire de ne pas parler, même si Mugnot est mon père, strictement dans le sens sentimental, mais comme il dit Theo Balmer, comment cette figure, comme lui et les gens de cette génération, peut dire quelque chose sur aujourd'hui. Pourquoi c'est utile de parler de ça? Ce n'est pas strictement utile comme des livres, des mémoires personnelles, intimes, etc. Moi, j'ai envie qu'on passe sur le prochain fragment. Alors, le prochain fragment, c'est-à-dire comment je peux exprimer, ça pose des questions, par la musique. Et cette image qui est très courte, ce petit passage, d'ailleurs, Mugnot il a joué des violines, souvent, et d'ailleurs, le Bauhaus aussi était dans la musique, dans le théâtre, dans les spectacles, etc. Et j'ai demandé à un jeune violoniste en Suisse qui va jouer devant un très bel projet d'architecte suisse, de Moser, Karl Moser, qui est un grand architecte suisse des années 30, qui d'ailleurs a fait un très bel projet de résidence populaire qui s'appelle Neubauen, à côté de Zurich, et qu'il a donné du travail pour les gens, les réfugiés, on peut dire les gens qui étaient immigrants illégaux, comme Mugnot, qu'il a donné ce travail, qu'il a travaillé chez lui pour certaines époques, avant que les Suisses commençaient de rendre les Juifs allemands aux Allemands. Et là, il a pensé que quand même c'est le moment de partir. Et comme beaucoup de ses amis sont partis à New York, lui, comme il a dit Theo Balmer, il a décidé de partir en Israël, en Palestine, parce qu'il a été intéressé. Alors là, on passe dans cette chose de violine. Après, il y a un tout petit témoignage de notre fille, Keren, qui parle aussi d'aspects subjectifs. C'est-à-dire, mon mission aujourd'hui, c'est de vous parler plus général que les choses que je viens de faire sur l'architecture, mais aussi comment, à travers d'un film sur un homme mort que mon père, on peut évoquer des questions de mémoire, des traces de mémoire, d'aspects autobiographiques. Alors, on passe sur cette prochain extrait.
אני תמיד קודם כל, השם שלו הוא מאוד ייחודי, מוניו, אני לא מכירה עוד אדם שקוראים לו מוניו, אז כשאני שומעת את השם הזה, אז יש רק אדם אחד שהוא מקושר לשם הזה, וזה הוא. אז אני מסתכלת עליו דרכך, ודרך הזיכרונות שלך, שלפעמים קשה לך לבטא אותם, ויש בהם מועקה אפילו. זאת אומרת, יש בהם איזשהו קושי לביטוי, אני מרגישה שיש משהו חזק שקושר אותך אליו, אבל שהוא קשה לניסוח, שיש דברים שהם קשים לפתירה, אתה אוגר אותם, וקשה לך לנסח אותם, וזה מה שנוגע, זה מה שמרגש אותי במוניו, זה גם הדמות שלו. כשאני רואה אותו, אני חושבת עליך, כי אני לא, ואני יכולה לדמיין את הקול שלו, אבל זה הצורה הזאת שאתה ממשיך דברים איפה שהוא לא הצליח, אתה מנסה, נגיד, במשפחה, אתה מנסה, אתה עושה, אתה מאוד נוכח, ואתה מאוד, אתה מנסה, אני חושבת, אולי לתקן דברים שלא היו אצלך בבית. וזה דברים שהם, ככה הוא ואפרתיה שאני הכרתי, הם מתבטאים בתוך התא המשפחתי. הם לא, זה לא רק הטקסטים, וזה לא רק העבודות שלו, יש משהו חי בו, בדרך שלך, כאבא, וגם בתוך העבודה שלך, שהארכיטקטורה היא בכל זאת, היא נוכחת, היא מתגלמת בצורה אחרת, אבל היא לא, היא ויזואלית, אבל היא מעין מרקם בין משהו ויזואלי ומשהו פיקטיבי, זאת אומרת, סרט. היא ניסוח מחודש של יותר ויזואלי ומילולי לתכנים שגם לא היו חשובים, שהם היישוב, שהם הארץ, ארץ ישראל. Alors vous voyez qu'il y a quelqu'un intelligent à la famille. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais essayer peut-être de vous montrer encore des petits morceaux. Après Balmer, mais maintenant les questions que j'évoque, c'est surtout les questions de représentation, c'est-à-dire comment on prend cette biographie. Et là, Laurent, on va aller direct au procès nazi, quel était l'aspect 14, parce que j'avais autre chose dans le film sur l'intérieur, sur les barres même.
Alors, Munio, j'ai fait d'ailleurs une très grande installation à Palais de Tokyo, qui existe sur le net, vous pouvez trouver, s'appelle Traces. C'était aussi le sujet d'expo que j'ai fait à Touran, dans les musées de cinéma, et aussi dans les Bauhaus même. J'ai fait une très grande installation dans les résidences de Kandinsky avec ce procès. Alors, Munio était mis, il y avait ce procès, et comme il était vivant, il n'était même pas très envie de parler. Et comme je lui posais la question, il m'a dit on va parler d'autre chose. Mais finalement, avec Rivka, on a trouvé dans les bibliothèques de ma mère les vraies accusations de ce tribunal nazi. Munio était accusé en 1933, c'est-à-dire il est un garçon de 24 ans, de trahison contre le peuple allemand, une chose très pompeuse. Et moi, j'ai décidé de faire un petit mise en scène de ce tribunal, de ce texte, le texte même. On va voir un petit extrait, après on va voir la fin par Shigula. Et j'étais dans la question comment je peux représenter Munio. Alors, vous voyez qu'il y a une chaise vide, qu'il y a seulement le nom Munio. On va voir un petit extrait. Ouais. Strafsache gegen Munio Weinraub, wegen Verrates am deutschen Volke und hochverräterischer Umtriebe. Munio Weinraub wird zur Hauptverhandlung auf den 13. Juli 1933 vormittags 8,5 Uhr vor das Schöffengericht in Frankfurt am Main, Heiligenkreuzgasse 34, Zimmer Nummer 108, 1. Stock Altbau, geladen. Der Beschluss über die Eröffnung des Hauptverfahrens liegt an. Sollten Sie sich zur Zeit des Termins auf freiem Fuß befinden, so müsste, falls Sie ohne Entschuldigung ausbleiben, Ihre Verhaftung oder Vorführung erfolgen. Zugleich werden Sie aufgefordert zu erklären, ob und welche Anträge Sie in Bezug auf Ihre Verteidigung für die Hauptverhandlung zu stellen haben. Zu der Verhandlung werden außer den in der Anklageschrift benannten Zeugen und Sachverständige geladen. Frankfurt am Main, den 15. Juli 1933. Beschluss. Erstens. Der Dreher Wilhelm Gohl, geboren am 29.07.1909 zu Frankfurt am Main, wohnhaft in Frankfurt am Main, Zimmerring 11, ledig, seit dem 14.15.1933 in dieser Sache im hiesigen Gerichtsgefängnis in Untersuchungshaft. Zweitens. Der Reisende Georg Fallendorf, geboren am 8.06.1897 in Dresden, wohnhaft in Frankfurt am Main, Zimmerring 9, verheiratet, seit dem 20.05.1933 in dieser Sache im hiesigen Gerichtsgefängnis in Untersuchungshaft. Drittens. Der Architekt Munio Weinraub, geboren am 16.03.1909 zu Szumlani in Polen, wohnhaft in Frankfurt am Main, Marienstraße 15, ledig. Seit dem 25.05.1933 in dieser Sache im hiesigen Gerichtsgefängnis in Untersuchungshaft. Viertens. Der Student Heinz Schwerin, geboren am 4.08.1910 zu Kattowitz, zuletzt wohnhaft in Frankfurt am Main, Gärtnerweg 58, zurzeit unbekannten Aufenthalts, ledig. Munio Weinraub wird beschuldigt, zu Frankfurt am Main im April und Mai 1933 gemeinsam handelnd eine Druckschrift, deren Inhalt durch Aufforderung und Anreizung zum gewaltsamen Kampf gegen die Staatsgewalt und zu deren Vorbereitung den Tatbestand des Hochverrates, Paragraph 81 bis 86 Strafgesetzbuch begründet, verbreitet und zum Zwecke der Verbreitung vorrätig gehalten zu haben, obwohl sie bei sorgfältiger Prüfung der Schrift den strafbaren Inhalt hätten erkennen müssen, indem sie gemeinschaftlich kommunistische Flugblätter mit der Überschrift Tatsachen
die verboten sind, in denen zum Widerstand gegen die herrschende Regierung und zum Sturz derselben und zur Sabotierung des gesellschaftlichen Feiertages am 1. Mai 1933 aufgefordert wird, verteilt bzw. zum Zwecke der Verbreitung vorrätig gehalten zu haben. Vergehen gegen § 6 der Verordnung des Reichspräsidenten wegen Verrats am deutschen Volke und hochverräterischer Umtriebe vom 28. Oui. Bon, vous avez compris l'idée. Alors, on ne va pas aller plus loin. Bref, comme je dis, ils sont cassés ses dents, etc. C'est un peu plus long la séquence. Et là, le film, il ne suit pas une chronologie historique, mais c'est des séries de juxtapositions de fragments de cette nature. Il y a toujours la question de mise en scène, comment on fait une mise en scène à la fois minimaliste, mais qui adhère. Et l'expo que j'ai fait dans plusieurs endroits, il était un expo un peu différent, c'est-à-dire que ce n'est pas strictement comme souvent, c'est les belles œuvres, mais l'expo a commencé par les documents originaux des tribunaux nazis, c'est-à-dire si on rentre après Tokyo à Dessau ou à Italie, on va d'abord les documents, c'est-à-dire c'est comme je suis très intéressé des transformations d'éléments qui sont documents aux œuvres. Comment on a parlé de Picasso l'autre jour, l'événement de bombardement de Guernica devient un tableau. Qu'est-ce que c'est le processus? Alors, j'ai envie de partager dans le futur expo qu'apparemment je vais faire aussi avec Musée Picasso, j'ai envie de partager cette procédure avec le public. C'est-à-dire, je montre d'abord le matériel brut. D'ailleurs, avec l'assassinat de Rabin, on va faire ça aussi. Le matériel brut, c'est-à-dire, ce n'est pas moi. C'est-à-dire, il y a les documents des tribunaux nazis. On peut lire. Après, on rentre, et après, c'est plutôt, il faut travailler sur installer une sorte de sens de cette matière brute. Et là, c'est l'intervention des cinéastes, des artistes, comme vous voulez. Alors, on finit avec un petit extrait, Laurent, qui commence avec le stade de Nuremberg, dessiné par Speer. Et après, le 16, 17, 18. Et après, je vais dire quelques mots à la fin, et c'est bon. Ich, unterzeichneter Munio Weinraub, bin am 16. März 1909 in Szumlani, Galizien, Österreich, dann Polen geboren. Die Volks- und Bürgerschule mit deutscher Unterrichtssprache absolvierte ich 1924 in Belitz, heute Bielsko, in Polen, Schlesien. Nach ordnungsgemäßer Lehrzeit bestand ich die Gesellenprüfung als Tischler im Jahre 1927. Während meiner Lehrzeit und nach derselben besuchte ich von 1924 bis 1928 die externen Abendkurse zwecks Vorbereitung auf das Abitur. Im Jahr 1928 bestand ich die Abiturprüfung im Deutschen Realgymnasium zu Belitz. Ab September 1928 besuchte ich die Berliner Tischlerschule, blieb dort bis April 1930. Daraufhin stellte ich den Antrag, an die Hochschule für Gestaltung, Bauhaus Dessau, aufgenommen zu werden und beendete dort im April 1932 das 4. Semester.
Kurze Zeit daraufhin wurde das Bauhaus in Dessau geschlossen. Um meinem Streben, eine Schule mit Abschluss und Diplomzeugnis zu beenden, Folge zu leisten und um keine kostbare Zeit zu verlieren, setzte ich mein Studium an der Kunstgewerbeschule in Frankfurt am Main in der Architekturklasse fort. Gegen Ende März 1933 wurde mir durch das Schulsekretariat der Kunstgewerbeschule in Frankfurt am Main nahegelegt, dass es zu meinem eigenen Vorteil wäre und insbesondere aufgrund meiner Rasse als Jude den Schulbesuch bis auf Widerrufung zu unterbrechen. Ich würde auf diese Weise vielen persönlichen Unannehmlichkeiten aus dem Weg gehen. Es wurde mir geraten, abzuwarten. Infolgedessen nahm ich meine in der Schule angefertigten Arbeiten, Zeichnungen und Modelle mit nach Hause. Und da ich unmittelbar vor der Abschluss- und Diplomprüfung stand, beschloss ich, den endgültigen Entscheid der Schulleitung in Frankfurt am Main abzuwarten. Anfang Mai 1933 wurde ich verhaftet, kam ins Polizeigefängnis und später ins Gerichtsgefängnis Frankfurt am Main in Untersuchungshaft. Man beschuldigte mich, Zeichnungen und Pläne der Schule entwendet zu haben und später des Verrats am deutschen Volke. Circa 3 Monate war ich in Haft und wurde anschließend aus Deutschland ausgewiesen. Mit der Verteidigung obiger Strafsache wurde Rechtsanwalt U. Burmann aus Frankfurt am Main durch meinen in Königshütte, Oberschlesien, wohnhaften Bruder beauftragt. Vor meinem Abtransport aus Deutschland suchte ich mein gemietetes Zimmer in der Marienstraße 15 in Frankfurt am Main auf, um meine Sachen zur Abreise zu packen. Außer wertlosen, zerrissenen Papieren und wenig noch übrig gelassenen persönlichen Dokumenten, die meinen kleinen Handkoffer kaum füllten, war nichts mehr da. Sämtliche Kleidungsstücke, Studienarbeiten, Zeichnungen, Pläne, Zeichenutensilien, meine ganze Bibliothek, diverse Sammlungen, waren alle nicht mehr da. Nachdem ich meine Wirtin nach meinen Sachen befragte, erzählte sie, die Nazis hätten eine Hausdurchsuchung gemacht und alle meine Sachen in meine Koffer gepackt und mitgenommen. אחרי המשפט בפרנקפורט, מוניו גורש לשוויץ. נסע דרך נירנברג והגיע לבאזל. שם הוא הסתתר אצל החבר שלו בלמר. חיכה וחיכה. בסוף הוא קיבל סרטיפיקט לנסוע לפלסטינה, לארץ ישראל.
Alors, comme je montrais ma fille, c'est mon fils, qui est architecte, qui est filmé sur les terrasses de l'hôtel à Bâle, les Trois Rois, de l'hôtel de Bâle, où Herzl, il a écrit Judenstadt, l'État juif, qui va être les prochaines stations de Bugno. Alors, il y a toujours les questions de représentation, mais il faut laisser aussi de matière pour la semaine prochaine. On va parler d'histoire et cinéma. Merci.